Donc, on complète ça avec le vert ou rouge. Donc, Luc se joint également à nous pour ce dernier segment. Bonsoir, Luc. Bonsoir, monsieur. Donc, vert ou rouge, comme à l'habitude, je donne une affirmation. Vert si vous êtes en accord, rouge en désaccord. Et on commence avec une affirmation du Canadien que j'ai modifiée un peu puisque les trois, vous avez la même réponse. Donc, vous allez devoir me donner une réponse sur le fly comme ça pour commencer le segment. Donc, Nick Suzuki obtiendra 85 points ou plus cette saison. Donc, mon choix initial était 82 points. On monte ça de 3 points également à ce niveau-là. Andrew. Moi, je pense que oui. Ça va devenir un joueur d'un point par match dans la Ligue nationale. Les dernières saisons nous le prouvent que sa production offensive est en pleine ascension. Donc, je pense que ça va se poursuivre pour Nick Suzuki. Pierre-Carl? Je vais dire vert, j'avais dit vert pour 82, 85, c'est sûr que c'est un autre gap à atteindre. Là, mais ouais, les Canadiens sont en progression autant Suzuki que les Canadiens sont en progression depuis 2 ans. On est allé chercher Patrick Laine, un autre joueur offensif. Donc, ça se pourrait qu'il joue avec en avantage numérique également. Donc, je pense que toute l'équipe va s'améliorer. Donc, je crois qu'il est capable de franchir une autre étape dans sa carrière. C'est un joueur qui est très sous-estimé. Il a fait 66 points il y a 2 saisons, l'année dernière 77, donc je pense que ça va se poursuivre pour lui. Puis ça va être bénéfique pour le Canadien. Luc? Moi, je pense que pour ma part, ça va être rouge. Puis plus que j'y repense, plus que je suis comme j'aurais dû dire rouge dès le départ. Il y a une chose qui est très simple dans le cas de Nick Suzuki, c'est que oui, il va probablement encore augmenter son nombre de points, mais jusqu'à un certain point, si tu donnes 8 millions et moins à un joueur, c'est peut-être pas un si grand exceptionnel que ça. Il est talentueux, il est intelligent, sur la glace, il n'y a aucun point. Il n'y a aucun doute là-dessus, sauf que le point d'interrogation, il s'appelle Kirby Dach. Si tu le limites dans ta formation, c'est sûr qu'à un moment donné, du temps de jeu, Nick Suzuki va en avoir moins aussi. C'est une question de répartition de temps. Alors, je pense que l'année passée, oui, ça l'a aidé à aller chercher de l'expérience pour Nick Suzuki, mais je pense peut-être que c'est une petite erreur de parcours dans la mesure où est-ce que si tout se tient au beau fixe, il ne sera pas nécessairement le seul au centre à tirer cette équipe-là offensivement. J'y vais également avec rouge pour le 85 points. Même le 82, j'aurais été sur la ligne, peut-être un 80-81. Il va être dans ces eaux-là quand même, selon moi. Mais effectivement, un peu comme tu viens de le mentionner, Luc, j'ai l'impression que le fait que là, on a peut-être un aliment plus complet, plus compétitif offensivement, il va peut-être jouer un peu moins, avoir un peu moins justement toutes les responsabilités offensives sur ses épaules et faire en sorte justement qu'il va pas ralentir, mais en fait simplement produire un peu moins parce qu'il va avoir moins de responsabilités. Mais tout de même, je pense quand même qu'on risque d'avoir une progression dans son jeu encore une fois cette année. Passons dans l'Ouest. On a parlé des Oilers tantôt avec Georges, donc on va rester dans cette veine-là. Connor McDavid fera plus de 145 points cette année. Pierre-Carl. Rouge, moi je le vois arriver un petit peu à court, là, comme à 5-10 points. C'est quand même beaucoup, 145. Il l'a déjà fait une fois dans sa carrière, mais il n'avait pas raté un match durant la saison régulière. Donc, ils ont eu quand même une off-season assez courte. Donc, on ne sait pas ce qui peut arriver durant la saison. Donc, peut-être qu'il peut manquer certaines parties. Donc, je pense que ça va être difficile, le plateau des 145 points, quoique il va être tout près de l'atteindre. Mais il a été beaucoup utilisé aussi dans les dernières années là, pour un attaquant de jouer comme 22 minutes par match en moyenne. C'est vraiment beaucoup. Si on est capable aussi de tempérer son temps de jeu un peu pour un attaquant, c'est vraiment taxant là, sur le corps de jouer beaucoup de minutes comme ça. Donc, peut-être qu'avec les acquisitions qu'on a faites, puis, je vois les Oilers avoir un meilleur début de saison. Donc, peut-être qu'en fin de saison aussi, va pouvoir peut-être se reposer un petit peu 2-3 matchs. Donc, je le vois arriver un petit peu à court. Luc, on ne parie jamais contre Connor McDavid. Merci beaucoup de la réponse. On peut passer à Andrew. Non, c'est vert. Puis, tu sais, comme Pierre-Carl dit, je pense que dans les 12-15 premiers matchs des Oilers qu'on a eu McDavid, c'est genre 15 points en 20 matchs. Et c'est en deçà d'une moyenne d'un point par match. Oui, de mémoire, il a fait un point, il a fait moins qu'une moyenne d'un point par match lors des 20 premiers matchs de l'équipe. Moi, personnellement, si les Oilers connaissent un moindrement début de saison plus respectable que ce qu'ils ont eu, ce qui devrait être le cas, je ne vois aucunement pourquoi Connor McDavid ne pourrait pas franchir le cap des 145 points. Si lui a terminé à 132 puis que Kucherov est capable d'aller fracasser le cap des 140 points et plus, je me dis que Connor McDavid aussi est capable d'aller chercher 145 points.
Intéressant à noter aussi qu'il lui manque 18 points pour atteindre déjà le plateau des 1000 points dans la Ligue nationale. Ça n'a aucun bon sens. De mon côté, je vais quand même y aller avec Rouge, un peu pour les mêmes raisons que Pierre Carl. J'ai l'impression que si en fin de saison, on a déjà notre place au premier rang de la division, j'ai l'impression qu'on va peut-être le reposer un peu. Je pense qu'en ce moment, l'objectif principal de McDavid, c'est pas nécessairement la chasse aux points, mais plus à sa Coupe Stanley. Il est passé très près l'an passé. J'ai l'impression que cette année, l'objectif, c'est encore le même. Donc, je pense qu'au niveau individuel, il va produire évidemment comme un fou comme à chaque année, mais je ne crois pas que le besoin de la chasse au record du nombre de points, exemple en une saison ou autre, sont dans ses objectifs principaux en ce moment. Donc, je ne serais pas surpris qu'il y ait une production aux alentours peut-être de 125, 130 points, mais je pense qu'on va être un peu à court du 145. Andrew? Écoute, il ne faut jamais parler contre McDavid. Tu l'as si bien dit. C'est le meilleur joueur de la Ligue nationale actuellement. C'est le meilleur pointeur de la Ligue nationale dans les temps modernes en ce moment. 982 points en 645 matchs, c'est vraiment pas rien. Puis si je me fie à 153 points en 82 matchs, c'est sûr que si je joue une saison complète, c'est sûr que 145, c'est très faisable. Évidemment, s'il ne joue pas 82 matchs, c'est sûr que là, ça va se corser un petit peu. Moi, je pense que ça va se faire encore. Je crois qu'il y a encore possibilité à ce que McDavid fasse 145 points dans une saison. Mais effectivement, c'est sûr que là, le leadership va rentrer en ligne de compte et commence à prendre l'âge. McDavid ne veut pas, approche plus la trentaine que la vingtaine. Donc. Mais je persiste à dire que McDavid, 145 points, c'est très possible. La saison dernière, j'avais fait un verre au rouge sur le bassin d'espoir des Ducks, des Sharks et des Blackhawks. Cette fois-ci, on le fait entre les Ducks et les Sharks. Donc, l'affirmation va comme suit. Le bassin des jeunes joueurs des Ducks est plus intéressant que celui des Sharks. Luc, de ton côté, tu es d'accord avec l'affirmation? Moi, je suis d'accord. Écoutez, on a échangé Jamie Drysdale en plus aux Flyers de Philadelphie l'an passé. Donc, je pense qu'on avait quand même de la profondeur à ce chapitre-là. Du côté des Ducks, on parle souvent du fait que peut-être cette équipe-là n'a pas le meilleur noyau en termes de leadership en nommant Radko Gudas comme capitaine. Mais je pense que dans la pépinière, on a fait quand même... On a vécu plus d'années de vache maigre que les Sharks dans les dernières années. Les Sharks, ça commence, malheureusement pour eux. Donc, moi, je pense que le bassin d'espoir, si on est vraiment plus garni au sein des Ducks qu'au sein des Sharks. De mon côté, j'y vais avec les Sharks, donc rouge à l'affirmation. J'ai l'impression, puis tu sais, l'an passé aussi, j'avais dit comme quoi les Sharks avaient une meilleure banque d'espoir que les Blackhawks, et ça s'est encore amélioré au dernier repêchage, notamment avec Celebrini, évidemment, au premier rang. On a Will Smith qui arrive également. Sans dire que c'est des mauvais espoirs du côté des Ducks, je vois Leo Carlson comme espoir de premier plan. Et par la suite, bon, Beckett Seneca, c'est encore très tôt. Là, on s'entend, il vient d'être repêché, donc ça va être à voir. Et c'était un peu une surprise dans le top 3 du repêchage. Mais par la suite, il y a des choix que c'est des bons joueurs, mais je n'ai pas l'impression de les voir s'élever à un autre niveau. Même les jeunes joueurs qui sont dans l'équipe déjà depuis 1 an ou 2, bon, évidemment, on peut penser à Zegras qui a été repêché un petit peu plus tard dans le repêchage, mais quand même, des joueurs comme ça n'ont pas franchi la prochaine étape, si on veut. J'ai l'impression qu'on a fait un peu de surplace dans les dernières saisons. Encore là, c'est une jeune équipe, donc on verra d'ici les prochaines années. Mais j'ai l'impression que les Sharks vont se ramener dans le portrait assez rapidement. Et en plus, avec les bons leaders qu'on a été chercher, Tyler Toffoli, notamment qu'on a signé cet été. Et on a aussi réglé le problème dans les filets pour l'avenir avec Askarov. Donc, je trouve qu'on a fait des bons mouvements du côté des Sharks et qu'on est en avance, si on veut, sur notre plan initial. J'ai l'impression qu'on voyait entrevoir des années assez difficiles dans les prochaines années. Andrew? Je suis d'accord avec toi. Je vais dans la même couleur que toi, le rouge, pour la simple et unique raison qu'effectivement, si on avait, mettons, reculé d'une année, si on avait mis en 2023 puis on avait parlé des Ducks et des Sharks, j'aurais probablement penché pour Anaheim. Mais je dois t'avouer que cet été, ils ont fait de quoi d'impressionnant. Juste avec Askarov, le draft de Dickinson, de Celebrini. On a déjà Will Smith qui est dans la pépinière. On a Eklund qui a déjà joué une saison dans la Grande Ligue, qui a quand même fait une bonne saison dans le cas d'Eklund. Donc, moi, je pense qu'on a beaucoup plus de prospects de rang A dans cette équipe-là. Quand je parle de rang A, c'est vraiment des joueurs qui vont faire partie de l'élite, là, on s'entend. Versus Anaheim, que j'ai comme l'impression que c'est plus des joueurs qui vont garnir un peu. Tu sais, Leo Carlson, parce que McDavid, je ne le vois pas comme un premier centre, je le vois comme un deuxième centre. Zegras, je le vois quasiment à l'aile sur le top 6. Je ne vois pas de place pour lui au centre. Puis Cutter Gauthier aussi, ça va rentrer dans l'équation. Fait que, tu sais,
de dire que Anaheim est devant San Jose, je pense pas aussi. Puis on parle aussi devant le filet, ça se corse aussi du côté des Ducks parce qu'il n'y a pas vraiment de gardien de relève, de renommée qui cogne à la porte des Ducks en ce moment. Gibson a encore le filet aisément devant lui. Il y a peut-être Dostal qui cogne un peu à la porte, mais je ne sens pas Dostal un gardien aussi prometteur que est Askarov en ce moment. Donc, moi, c'est pour ça, je pense, du côté de San Jose, je pense que juste devant le filet, on a beaucoup plus d'avenir que du côté des Ducks. Puis au niveau de l'attaque, je pourrais te dire que même San Jose a les devants juste avec Celebrini, puis avec ce qui va devenir Macklin Celebrini. Puis à la défense, c'est encore à devenir, mais Dickinson, c'est vraiment un très, très bon défenseur offensif. Puis je pense que justement, juste avec, comme on l'a mentionné si bien, ça augure bien pour les Sharks. C'est une très belle été. Ouais, je vais peut-être noter justement l'avantage que je donne aux Ducks, c'est la quantité d'espoir. Évidemment, on en a beaucoup, beaucoup, donc on le voit à la profondeur en défensive, qui a permis d'échanger Drysdale, justement, donc c'est quand même impressionnant à ce niveau-là. Pierre-Carl, de ton côté, tu y vas aussi avec les Ducks. Oui, je vais avec les Ducks parce que je trouve qu'on est mieux équilibré en fait que les Sharks. On n'a pas de Macklin Celebrini de talent générationnel, mais je trouve qu'on a un espoir de qualité à chaque position. Notamment défensivement, je trouve qu'on a un avantage sur les Sharks à long terme. On est déjà en avance, comme Luc disait. Ça fait un peu plus longtemps qu'on est dans les bas-fonds de la ligue, qu'on repêche des jeunes joueurs. Tu sais. Oui, il y a un Trevor Zegras, savoir s'il va rester là, mais pour l'instant, il est là. McTavish, Leo Carlson, qui va en être qu'à sa deuxième saison. Ça va être un excellent joueur, je crois. À la défense de Minchukov, Zellweger, un Tristan Luneau qui pourrait apporter aussi comme sur la deuxième paire de défense. Puis Lucas Dostal, on en parle un peu moins qu'Askarov. Askarov, c'est sûr qu'on dirait que c'est un espoir un peu moins comme grande qualité si on veut, mais déjà un an d'expérience dans la Ligue, il ne faut pas le sous-estimer. Je crois qu'il n'a pas mal fait. Il n'avait pas la meilleure équipe devant lui, puis il ne faisait pas mal tant que ça l'année passée. Donc, je pense qu'en plus avec Seneke qu'on a drafté cette année, puis on a Solberg, un défenseur qui est défensif. Donc, je pense qu'on a beaucoup de bons espoirs du côté des Ducks, qui me donne une petite avance sur les Sharks, mais c'est deux équipes qui ont quasiment les top 3 meilleurs bassins dans la Ligue nationale. Oui, il y a un bel avenir de ce côté-là. J'ai hâte de voir quand ces équipes-là vont être en mesure de revenir dans le haut du classement. La semaine prochaine, on remontera un peu, on a passé bien vite là-dessus, mais on remontera nos prédictions. Il y a certains membres de l'équipe qui voient les Ducks en haute estime pour la prochaine saison. Donc, je remonterai les tableaux en cours d'épisode la semaine prochaine. On termine tout ça avec le « Dans mon équipe ». Donc, cette semaine, 2 joueurs russes que vous aviez à départager. Et je vous montre les 2 choix qu'on a offert à l'équipe, Artemi Panarin et Kirill Kaprizov. Évidemment, on les reprend au début de leur carrière et n'ont pas joué le même nombre de matchs jusqu'à maintenant. Mais les 2 sont au-dessus du point par match. Donc déjà 781 points dans la Ligue nationale pour Panarin. 2 alliés gauche. Et dans les 2 cas, soit repêchés très tard ou non repêchés. Donc, c'est des joueurs qui sont arrivés un peu sur le tard dans la Ligue nationale, mais qui produisent à un très grand rythme depuis leur arrivée. Et c'est un addon que les rumeurs de Kaprizov à Chicago sont émergées aujourd'hui pour qu'on le choisisse dans mon équipe. Mais tout de même, donc, vous avez le choix entre Panarin et Kaprizov. Je vais commencer avec toi, Andrew. Donc, qui choisis-tu entre les 2? Écoute, c'est vraiment une belle comparaison parce que les 2 sont entrés dans la Ligue nationale à 23 ans. C'est 2 gars qui ont qui ont brûlé la KHL avant de s'établir dans la Ligue nationale. C'est juste que dans le cas de Kaprizov et Panarin, ils ont 2 parcours très différents. Puis moi, la raison pourquoi je penche vers Kaprizov, c'est que Panarin a eu un luxe que Kaprizov n'a jamais eu depuis le début de sa carrière, c'est d'aller dans une équipe qu'il y a déjà des superstars. Quand Panarin est arrivé en 2015-2016, il y avait déjà Patrick Kane, tu avais déjà Jonathan Toews, tu avais déjà Marian Hossa, tu avais des Patrick Sharp, tu avais Duncan Keith, la liste est longue, c'est une liste d'épicerie. Puis tu regardes Minnesota, c'est le cœur de cette équipe-là. Je veux dire, quand il est arrivé au Minnesota, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait des Matt Zuccarello qu'on a rajouté par l'entremise de signature de joueurs autonomes. On a fait des transactions pour faire venir Kevin Fiala. Puis il a pris ces joueurs-là sous son aile. Puis il a fait de ces joueurs-là de meilleurs joueurs. Fait que c'est pour ça que je trouve que Kaprizov est un joueur beaucoup plus impressionnant. Puis un joueur qui est très sous-estimé dans la Ligue nationale parce qu'il est dans un marché qu'on ne connaît pas ou très peu. C'est pas un gros market, le Minnesota. Donc j'ai comme l'impression qu'on oublie ce que Kaprizov peut faire au détriment de Panarin qui a joué pour des gros markets, qui a joué pour 2 équipes Original Six, qui a joué pour Chicago et pour New York.
Puis on s'entend aussi, New York, c'est un petit peu le même cirque que Chicago. C'est une grosse équipe aussi avec des Zibanejad, des Adam Fox, Shesterkin devant le filet. On avait déjà des superstars. Donc, à Minnesota, c'est vraiment le seul spotlight de cette équipe-là. Ben, je suis désolé de le dire, c'est Kaprizov. Faber va commencer à prendre un peu le relais, mais vraiment, s'il n'y a pas de Kaprizov, il n'y a pas de Minnesota. Là, fait que... Intéressant. Pierre-Carl, tu penches de l'autre côté, tu y vas avec Artemi Panarin. Oui, bien, c'est sûr que c'est 2 joueurs étoiles. Là. Nick, tu as toujours des très bons choix à chaque semaine. C'est assez difficile. Mais moi, je penche plus, oui, vers Panarin. Je trouve que c'est un joueur qui rend les autres joueurs autour de lui meilleurs. Pas que Kaprizov, il ne rend pas les autres joueurs bons, mais je trouve que Panarin, comme c'est un meilleur passeur, en fait, que Kaprizov. Mais Kaprizov, c'est sûr, c'est un meilleur marqueur, sauf que pour l'ensemble de son jeu, je vais prendre Panarin avant Kaprizov, mais pour vrai, ça joue à pas grand-chose entre les deux. Luc? Écoutez, moi, je pense qu'on peut tout simplement prendre les arguments de Andrew puis de les remettre dans ma bouche. C'est sensiblement la même logique que j'ai eue en réfléchissant à ça. Kaprizov, je pense que quand tu n'as pas de joueurs de centre non plus comment je pourrais dire ça, qui sont étincelants, qui sont démarqués, là, qui font en sorte qu'ils peuvent te changer la façon dont tu vas produire, mais aussi que tu peux jouer en termes de sacrifice offensif, dans le sens où est-ce que tu peux aisément te compromettre si tu es un joueur de centre de top-notch qualité comme Jonathan Toews, par exemple, pour t'aider à t'épauler quand tu rentres dans la ligue. C'est tellement un gros point important que, Panarin, je suis d'accord avec Andrew, il a été complètement... Lui, là, il était pas dans un beau banc, là. Il était dans la soie traitée aux petits oignons avec le petit repas arrivé dans la bouche matin, midi, soir quand il était à Chicago. C'est pour ça que je prends que c'est vert pour Kaprizov. Je vais y aller avec Kaprizov également. C'est moi qui fais, tu le dis, Pierre-Carl, c'est moi qui les prépare à chaque semaine, puis malgré tout, j'hésite en le faisant. Donc, absolument, c'est un bon signe, je me dis, pour vous le proposer. Pourquoi Kaprizov devant Panarin? Ce que j'aime moins de Panarin, c'est ce que j'ai vu en série dans les dernières années. Je trouve pas que c'est un game changer. Et à son salaire, à l'importance qu'il a pour les Rangers, il devrait en produire davantage. J'ai l'impression que Kaprizov peut avoir cette étincelle-là. Encore là, vous l'avez dit, avec le Wild, il n'a pas beaucoup de munitions autour de lui pour l'aider. Mais je pense que dans une formation moyennement meilleure, il pourrait justement produire davantage en série qu'un Panarin et avoir un plus gros impact. J'ai aussi, veux pas, le petit facteur, je regarde le fait que Kaprizov et Demidov patinent de la même façon. Donc, je veux que Kaprizov soit meilleur que Panarin pour me dire que Demidov sera encore meilleur. Mais non, j'y vais avec Kaprizov jusqu'à maintenant. J'ai hâte de voir la suite de sa carrière. Comme je le disais tantôt, il y a eu des rumeurs aujourd'hui en lien avec Chicago. Donc, imaginez une combinaison Kaprizov-Bédard, ça serait flamboyant. Mais on verra pour la suite des choses pour lui. Mais évidemment, dans une meilleure équipe, j'ai l'impression qu'il pourrait devenir encore un meilleur joueur ou peut-être être moins sous-estimé au sein de la Ligue nationale de hockey sur l'impact qu'il peut avoir dans une formation.